par Marie-Josée. Et à partir du samedi passé, nous avons débuté avec une nouvelle série d'ateliers qui sera animée par le professeur Matata Bogno, dont nous avons présenté les CV le samedi déjà. Et le professeur va continuer avec cette problématique de leadership, cette fois-ci avec un thème précis, la vision, un élément clé du leadership. Professeur Matata, vous avez la parole. Bien, chers amis, bonjour. Voilà, nous embarquons dans notre bateau qui s'appelle Leadership, qui nous a permis de voyager le samedi passé, et nous continuons aujourd'hui. Et nous avons donc décollé, et je vous ai dit qu'il faut considérer cette date comme une date tout à fait spécifique pour vous, chacun d'entre vous. Et j'avais dit que nous allons rentrer dans les détails, parce que la fois passée, nous avons parlé globalement des leadership, la compréhension des leadership, les étapes des leadership, et les challenges qu'on rencontre et le vertu. Et j'avais dit que nous allons revenir en détail sur les éléments des leadership. Et rappelez-vous, je vous ai parlé de la vision. La vision, qui est l'élément clé quand on est leader. La vision constitue un élément clé. Et donc aujourd'hui, nous avons 60 minutes. Je vais essayer d'échanger avec vous sur la vision. Parce que je souhaite que quand on termine notre séminaire les samedis, que vous soyez des vertébrés, pas des invertébrés. Comme ça, vous parlez avec élégance, mais aussi avec conviction. N'est-ce pas? Voilà, la vision, un élément clé du leadership. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, on va parler de la compréhension, les types de visions et dimensions des visions, authenticité de la vision et ce que permet une vision une fois qu'on l'a vraiment. Alors, pour comprendre la vision, chers amis, vous devez savoir que la vision est une manifestation de votre destinée. Chacun d'entre vous, comme je l'ai dit, a une destinée que Dieu lui a donnée. Parce que vous êtes unique. Quand vous naissez, il ne faut pas dire « Ah non, moi, je suis mal né ». Non, vous avez une vision et cette vision, elle est unique. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec une petite vision ou sans vision. Vous avez une vision. Et cette vision n'est pas devant vous, mais elle est plutôt en vous. Il ne faut pas dire « Ah, mais l'autre, vraiment, lui a de la chance ». Non, la chance n'existe pas. Chacun d'entre nous a une vision. Et vous devez donc, comme on l'a dit, la découvrir, hein, votre vision. Vous devez découvrir, parce qu'elle est en vous. Certaines personnes ne veulent pas connaître leur vision. Et pour ça, vous devez savoir parler avec vous-même. L'autre jour, je crois que c'était Josué, il est là, Jordi, je crois. Jordi, il n'est pas là, il n'est pas encore arrivé. Alors, qui voulait savoir l'importance de causer, de parler avec soi-même. Parce qu'il y a des personnes ici qui ne savent pas parler avec elles-mêmes. Vous savez causer avec vous-même. Qui a déjà parlé avec lui-même? Il peut nous dire. Oui, les noms? Ah, c'est Kabongo, mais tu n'étais pas là la fois passée. Je me suis dit, mais c'est un autre Kabongo ou quoi? Bon, écoute, vas-y Kabongo. Ah, est-ce que il t'est arrivé de parler avec toi? Oui. Vas-y, comme ça. Mais c'est important. Un leader doit savoir parler avec lui-même. Prenez vraiment ces choses au sérieux, n'est-ce pas?
Voilà. Ça m'est déjà arrivé, mais je vais expliquer comment. Parce que j'avais l'habitude depuis mon entrée à l'université et participer à de nombreuses conférences de leadership. Je suivais beaucoup, c'était un conférencier américain, congolais mais américain, qui venait souvent ici. Il était certifié John Maxwell. Alors, il expliquait comment souvent le 37e président des États-Unis, qui lorsqu'il se lève le matin, avait souvent l'habitude de faire quelques heures de marche où il réfléchit, il pense, il fait une connexion avec lui-même pour essayer de tirer des idées sur comment sa vie va continuer. Et c'est de ça que souvent j'aime m'isoler pour réfléchir, faire une feuille de route sur les différents aspects de ma vie. C'est comme ça que je comprends communiquer avec ça. Kabongo, félicitations, je pense que vous êtes un leader qui s'ignore. Effectivement, et là vous voyez, le 37e président des États-Unis, c'est là. Il s'appelle comment? Vous avez oublié le nom, il n'y a pas de problème. Lui, c'est quand il marchait seul qu'il se parlait à lui-même. Vous pouvez ne pas marcher, vous êtes seul chez vous, à la maison, vous parlez à vous-même. Mais il faut que le silence soit là. Parce que si vous êtes dans le brouhaha, vous ne pouvez pas parler à vous-même, parce que votre esprit n'est pas calme. Le silence, la méditation. Chers amis, vous devez savoir, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à méditer, c'est quelqu'un qui est destiné à mourir. Vous pouvez être vivant, mais vous êtes mort. Vous devez savoir parler à vous-même. Faut pas qu'on vous dise, mais vous devenez mystérieux. Et il vous a dit que vous pouvez parler à lui-même. Non, c'est ça. Et vous avez vu que je ne suis pas la personne qui a inventé comment on parle à soi-même. Déjà, il y a tout un président qui sait parler à lui-même. Les silences. Oui, vas-y, prends le micro, please. Faites fonctionner, vous prenez la parole, vous présentez, et puis on avance. Merci de la parole accordée, monsieur le professeur. C'est consacré Kingongo. Consacré. Kingongo. Voilà. Je voudrais savoir si se parler à lui-même peut s'identifier à ce que nous appelons l'introspection. Oui, c'est justement ça. Pas quand vous faites une introspection, c'est-à-dire vous parlez à vous-même. Quand on dit parler, est-ce que les gens peuvent s'imaginer qu'il faut seulement élever la voix? Non, vous pouvez parler à vous-même en silence. Vous vous posez la question, est-ce que moi consacré, je mérite d'être ce que je suis aujourd'hui? Vous vous êtes parlé, non? Et vous allez vous donner vous-même la réponse. Vous dites, mais moi consacré, qu'est-ce que je dois devenir? Mais vous parlez à vous-même. Moi consacré, est-ce que la cote que j'ai eue à cet examen, est-ce que je la mérite? Ou je dois faire plus? Moi consacré, est-ce que je n'ai pas commis une faute aujourd'hui? Est-ce que je fais vis-à-vis de mon ami, de ma collègue, est-ce que j'ai bien fait? Vous parlez à vous-même et vous trouvez des réponses. Mais ça, il faut du silence. Il y a des moments où vous devez être calme et vous parler à vous. Méditez aussi. Quand vous n'avez jamais médité, sachez que vous ne vous êtes jamais considéré vous-même comme quelqu'un d'accord. Oui, allez-y. Please, donnez le micro ici en avant. Merci beaucoup pour la parole. C'est Mouchia Hachès, président des étudiants. C'est vous le boss des étudiants? Oui. Vous avez été élu? Je suis là depuis novembre. J'ai été. Mais il faut dire un président sortant. Président sortant, voilà. Moi j'ai une préoccupation, vous avez insisté sur les silences. Oui. Ma question était de savoir est-ce que le silence est impératif? Parce que partant de certaines personnes que je connais, il y a ceux qui réfléchissent mieux et qui optent pour les décisions que dans les bois. Non, ça c'est pas un leader. Nous ici nous parlons de leader. Un leader qui vous dit qu'il prend des décisions dans les brouhahas, dans les brouilles, c'est pas un leader. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se concentrer dans les désordres? Non. Même quand on prie en silence. Quand on médite,
on médite en séance. Et donc, si quelqu'un prend les décisions dans le bruit, c'est que c'est un homme extraordinaire. Est-ce que le taux de concentration peut être maximisé dans le bruit? Est-ce que vous connaissez l'histoire d'un savant qui a inventé dans le bruit? Est-ce que l'inspiration peut venir dans le bruit, dans le désordre? Mais pourquoi est-ce que nous fouillons tous le désordre? Bon, c'est un homme exceptionnel, on vous l'accorde. Donc, il faut le silence, le calme. Sans vision, c'est la mort. Vous pouvez être vivant, mais vous êtes mort. Martin Luther King disait, quelqu'un qui ne sait pas s'opposer à l'injustice, au mensonge, c'est un homme mort. Donc, vous êtes vivant, mais en fait, vous êtes déjà... Donc, un homme sans vision, une femme sans vision, c'est une personne morte. Leader sans vision, ça n'existe pas. Donc, voilà le point important, le point de départ, la vision, mes chers amis. Vous qui êtes là, vous devez savoir, vous êtes des personnes exceptionnelles, uniques. Kabongo, il n'y a pas de Kabongo sur la terre. Les personnes qui ont le nom Kabongo, bien sûr, il y en a. Mais quelqu'un comme vous là, vous pouvez mettre votre photo dans l'internet, dans le monde entier, on ne trouvera pas un Kabongo comme vous. Dieu nous crée chacun comme une pièce unique. Alors, si vous voulez comprendre la vision, ça vient du mot optique. C'est un mot grec, optique, optikon. Alors, la vue, ce qui a trait à la vue. La vision. Sauf que nous avons évidemment une vue matérielle, c'est ce que vous pouvez voir, tel que nous sommes là, ça qu'on appelle la vue, c'est matériel, on se voit, c'est lié aux yeux, c'est lié au physique. Mais la vision, elle, c'est cette capacité que nous avons de voir l'invisible. C'est lié au cœur, c'est lié à l'esprit. C'est ça la vision. Ce qui est vu, mais qui n'est pas matériel. Monsieur Kabon, vous comprenez? La vision. C'est cette carte. Si vous n'avez pas de vision, c'est que vous ne voyez que ce qui est visible. Et là, vous êtes une personne normale. Vous êtes dans les followers. Cher ami, je vous retrouve encore ici. Mais c'est bien. Vous voulez être le leader aussi? Bon, c'est bien. Alors, donc, la vision vous permet de vous projeter, de voir l'invisible. Quand quelqu'un rêve, est-ce qu'il voit le matériel? Mais, il vous est arrivé de vous voir, vous êtes le président de la République, vous rêvez, oh, c'est un rêve. Donc, c'est la vision, c'est ce qui vous permet de voir l'invisible, de projeter. Et donc, la vision, c'est le futur. Mais la vision peut être le malaxage du passé, du présent et de l'avenir. Voyez-vous? Parce que, cher ami Kabongo, Rachel est là, Rachel est là, voilà. Marie-Josée, quelque part, Marie-Josée, voilà. La vision, ça prend en compte le passé. Par exemple, vous dites, moi je suis issu d'une famille pauvre, mais je veux être riche. Vous voyez? Donc vous avez le passé. Vous dites, famille pauvre, c'est le passé, c'est un constat. Le président aussi, vous êtes étudiant. Toujours dans la famille pauvre, mais je veux être prêt. La vision. Ça peut donc prendre en compte les éléments du passé, du présent, tout comme quelqu'un qui n'est pas un leader, qui ne comprend pas que la vie se décide. Il peut dire, bon, comme je suis né dans une famille pauvre, donc je vais mourir pauvre. Ça, c'est pas un leader. Donc,
vous devez avoir l'inspiration. Thomas Edison, je vous ai parlé de lui hier. Thomas Edison disait, quand on veut réussir, quand on veut être leader, quand on veut exceller, 1% d'inspiration et 99% de transformation. Chers amis, l'inspiration, parfois, il y a des gens qui ratent leur vie parce qu'ils n'ont pas su capter l'inspiration. C'est 1%, voyez-vous. Ça veut dire que la chance, c'est même pas la chance, l'opportunité, 1%. Mais il faut saisir. Quand Dieu dit que vous, Kabongo, je veux que vous soyez président, vous êtes tellement les bruits, dans des bruits, vous ne saisissez pas ça. Quand il vous a parlé une fois, et vous aurez raté. 1% d'inspiration. Et ça, c'est l'un des grands hommes que cette terre ait connu. Thomas Edison. 1000 brevets. Si lui qui est parmi les hommes brillants que le monde ait connu nous le dit, est-ce que nous devons le refuser? Ayons quand même l'humilité d'accepter ça, n'est-ce pas? Alors, type de vision. Il y a deux types de vision. Private vision and corporate vision. Private vision, c'est la vision individuelle. Chacun d'entre vous ici peut avoir une vision à lui seul. Marie-Josée, vous pouvez avoir votre vision à vous, que Dieu vous a à vous. Et la vision individuelle, c'est la vision ayant trait avec sa vie personnelle. Vous voulez devenir professeur d'université. C'est une vision individuelle. Vous n'allez pas devenir deux. Quand vous voulez avoir un véhicule Mercedes, c'est une vision individuelle. Vous voulez avoir votre licence, c'est une vision individuelle. Mais la vision individuelle d'un leader doit toujours s'inscrire dans l'intérêt général. Vous voulez être professeur, c'est pour enseigner les gens, n'est-ce pas? Retenez très bien, mes chers amis, l'histoire dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne retient que les noms de ceux qui se sont investis pour la communauté. Vous avez déjà vu quand on enterre quelqu'un, on dit ce type avait beaucoup de véhicules. Ou ce type avait beaucoup de maisons. L'histoire, c'est ça le mystère de l'histoire. L'histoire ne retient que les noms de ceux qui ont travaillé pour les autres. Et à travers les bénéfices des autres, ils retrouvent aussi leurs intérêts. La vision du groupe, corporate vision, c'est la vision qui est destinée à l'ensemble du groupe, à beaucoup de gens, mais que Dieu donne à une personne pour dire, écoutez, vous allez conduire les autres. Voyez-vous? C'est comme développer un pays. Est-ce qu'une personne peut développer un pays? Non. Est-ce que quelqu'un peut lui-même créer une université et devenir professeur d'économie, professeur de droit, professeur de mathématiques? Non. Ce sont des projets du groupe. Donc, une vision des groupes, mais qui doit être assurée par une grande partie des personnes, beaucoup de personnes. Nous allons aller vite, comme on n'a qu'une heure pour avoir des minutes pour poser des questions. Quelques cas de figure. Je vous ai parlé d'Edison. C'est un inventeur, un homme brillant qui a fait que nous avons la lumière ensemble ici. Et voilà, il avait une vision. Mais vous savez, quand quelqu'un contribue à l'électricité, c'est pas pour lui-même, n'est-ce pas? Il est fait pour les autres. Vous avez aussi les deux frères, Orville et Walter Wright, qui avaient créé l'avion. Si c'était pour eux-mêmes, ils n'auraient pas créé l'avion, mais ils l'ont créé pour les autres. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons
Benz, vous connaissez Mercedes-Benz et Daimler, c'était deux Allemands aussi qui ont créé le véhicule. Enfin, le véhicule n'a pas existé avant eux, ils l'ont créé. Et puis Ford, Henry Ford, qui est un Américain, qui a aussi. Donc, c'est des gens qui avaient des rêves individuels. Dites, moi je vais faire ceci, mais c'est pour la communauté. C'est très important. Les rêves d'un leader doivent s'inscrire dans le bénéfice de la majorité, dans le progrès du monde. Un leader ne peut pas penser pour lui-même, même si vous voulez faire vendre du pain. Vous dites, moi je veux que les gens se réjouissent de tel type de pain qui manque. Ça c'est le leadership. Vous gagnez évidemment les bénéfices. Mais la théorie de la main invisible, il y a aussi les autres qui regardent. Voilà, donc cas de figure de rêve, vous savez, je vous ai parlé de Lincoln Yu, qui a été le premier ministre du Singapour, un peu comme le président, parce que c'est des pays où le premier ministre joue le rôle, tout ça. C'est lui qui a fait que Singapour soit ce qu'il est. Avant le Singapour actuel, le Singapour était comme Kinshasa. Mais quand il a pris le pouvoir, en 59 et quand il quittait en 90, il avait transformé le Singapour à cause des leadership que vous êtes en train d'étudier aujourd'hui. Voilà, vous qui êtes les transformateurs de la RDC. Il y a des exemples. Le général Park aussi. La Corée du Sud était comme la RDC en 1960. Oui, mademoiselle. C'est un rire amer, mais c'est la vérité. Au même pied d'égalité. Mais à cause du leadership, Singapour, enfin Corée du Sud est ce qu'il est, que tout le monde connaît. Martin Luther King, il avait aussi un rêve. Patrice Emery Lumumba, Madiba et une merveilleuse, exceptionnelle dame, Golda Meir, qui a travaillé pour la reconstitution d'Israël. Vous savez que l'Israël, c'est un pays qui ne date pas de longtemps. Voilà. Il y avait un rêve. Ce n'était pas un rêve pour Golda Meir, mais c'était un rêve pour les Israéliens. Donc voilà quelques cas de figure. Alors, la vision doit être toujours grande, mes chers amis. Faites attention. Ne rêvez jamais petit. Ne rêvez jamais petit. Un leader, il a toujours une vision grande. Le leader a toujours une vision grande, chers amis. Ne rêvez jamais petit. Et on vous dit, si vous rêvez d'aller aux étoiles, au moins vous allez arriver à la Lune. Déjà, la Lune n'est pas tout près ici. Le rêve doit toujours être grand. Ça, c'est l'histoire de tous les leaders du monde. Martin Luther King disait, I have a dream, I have a dream, I have a dream. Et c'est resté une histoire. Il disait, je rêve un jour où un noir, un blanc vont entrer dans le même bus, sans qu'on cherche à savoir quelle est la place des noirs, quelle est la place des blancs. Je rêve le jour où une fille va entrer dans une école ici aux États-Unis et la fille prendra sa place sans qu'on tienne, voilà la place des noirs, voilà la place des blancs. Quand il a fait son speech, les gens ont dit, mais voilà un rêveur. Est-ce qu'il croit vraiment que sur cette terre ici aux États-Unis, il y aura un jour les blancs et les noirs vont... Non, c'est un rêveur. I have a dream. Mais c'est une vérité aujourd'hui, non? Voilà, le rêve doit être grand. Le rêve ne peut pas tenir compte des obstacles. Non. Mr. Gabon, quand vous vous dites que vous deviendrez ceci, il ne faut pas dire, ah non, moi je suis d'une famille modeste. Non, non. Il n'y a pas de définition. Le rêve américain. Quand Obama parle du rêve américain, il dit, c'est le seul pays au monde où, quel que soit le niveau de votre société, vous pouvez devenir ce que vous voulez être. C'est ça le rêve américain. Les désirer ardemment. Nous verrons tout ça. Donc, il faut rêver grand. Alors, il y a une vraie vision et une fausse vision. C'est important que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que vous dites, bon,
Monsieur Matata nous a dit il faut avoir une vision grande. Bon, moi je rêve, attention, il y a une vraie vision et il y a une fausse vision. L'authenticité, il faut que le rêve, je l'ai dit, soit en harmonie avec vos atouts, avec vos talents, avec votre génie. Chacun d'entre nous ici a son potentiel. Chacun d'entre nous a son talent. Chacun d'entre nous a ses atouts spécifiques. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il n'a jamais été à l'école mécanique, mais quand une moto tombe en panne, et il arrive toujours, il touche et il dit non, ça va. Mais comment vous pouvez faire ce travail? Donc, il y a des atouts comme ça. Chacun d'entre nous, c'est une pièce unique. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas. Et surtout, ne suivez pas ce que les autres vous disent. Ah non, mais vous, même votre papa peut vous dire, non, mais ma fille, je vois vraiment que vous... Non, attention. Chacun d'entre vous a quelque chose de spécifique. Et ça, c'est très important. Et je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, je suis en train de vous raconter les produits des recherches, les produits des études sur le leadership. Chacun d'entre nous a quelque chose. Mais il faut absolument que ça soit une vraie vision. Parce que si vous n'avez pas les atouts en mathématiques, mais ne vous improvisez pas dans la faculté des sciences. Vous allez incriminer les non-co, tout ça, et une grand-mère sorcière et tout ça. Mais ce n'est pas votre don, ce n'est pas votre filière. Vous comprenez? Si vous avez les capacités d'être un grand cuisinier, mais ne suivez pas votre collègue qui est fort en histoire, fort en médecine, non. Parce que, en étant le meilleur cuisinier, vous gagnerez votre vie. Et vous serez célèbre dans le monde entier. Il y a des gens qui sont célèbres, qui gagnent aujourd'hui la vie tout en étant maître cuisinier, plus que certains ministres. Chers amis, la vraie vision, c'est celle qui est en harmonie avec vos atouts. Parce que chacun d'entre nous a ses atouts, a ses compétences, a ses génies. Et quand vous êtes en train de travailler sur ce qui constitue votre atout, écoutez, vous êtes en harmonie. Et vous êtes à l'aise. Et vous êtes content. Mais si vous forcez, vous ne savez pas jouer au football, vous voulez être comme Messi, mais les gens vont remarquer que vous commettez des bêtises. Et vous allez dilapider votre temps. Et il y a des gens qui dilapident leur vie parce que pendant 20 ans, 30 ans, ils ont pris le chemin pour se conformer à l'autre. Parce que l'autre chante bien à l'église, lui aussi il vient forcer à être chanteur. Non. Chacun d'entre nous a sa route, sa vision. Chacun doit avoir ses atouts, ses spécificités, son génie. Donc, il faut que votre vision soit vraie. Et pour qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit en harmonie avec ce que vous avez d'original, ce que vous avez de spécifique, ce que vous avez de tout à fait particulier. Alors, qu'est-ce qui fait que la vision que vous avez doit être maintenue? Chers amis, vous devez avoir l'autodiscipline. Les scientifiques disent qu'il y a une vision. Pour qu'elle puisse demeurer, elle puisse vous guider, la vision, il faut l'autodiscipline. Et il faut la passion. L'autodiscipline, c'est ce qui permet de maintenir le cap. Il ne faut pas être distrait. Il y a des gens, des amis qui sont là pour vous distraire. Éloignez-vous. Les meilleurs amis, c'est ceux qui vous permettent de rencontrer votre vision. Vous comprenez? Il faut faire attention. La vie, ce n'est pas un théâtre. La vie, ce n'est pas, comment on dit, des vagabondages. La vie, c'est trop sérieux. Chers amis, vous avez une opportunité d'apprendre le leadership ici. Considérez que c'est un capital sur lequel vous devez tirer des bénéfices. L'autodiscipline. Que ce soit pour un individu, que ce soit pour une famille, que ce soit pour une nation, que ce soit le monde.
l'autodiscipline, cette capacité de toujours veiller à ce que vous soyez rangé sur votre vision et la passion. Rien ne peut être fait sans la passion. La passion, c'est comme la flamme qui maintient le momentum. Donc, votre élan, vous gardez l'élan. La vision, c'est comme les caps. Vous allez en Europe. Mais vous n'allez pas vous retrouver en Namibie alors que vous êtes en train de partir en Europe. C'est pas possible. Les caps. Mais l'autodiscipline, c'est pour que vous veillez à ce que vous êtes sur le. Et la passion, c'est celle qui doit vous permettre de vaincre tous les obstacles. La passion, la flamme qui s'allume en permanence pour dire attention, ne perdez pas le temps. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de la vision? Quand vous avez la vision, c'est que vous savez pourquoi vous avez été créé. Chacun d'entre nous, chers amis, on n'est pas né. Lisez la Bible du début jusqu'à la fin. Dieu ne nous a pas créés pour la réjouissance. Nulle part. Dieu a dit, allez transformer le monde. Dieu n'a pas créé New York. Je l'ai dit, Dieu n'a pas créé Paris, la plus belle ville du monde. Dieu n'a pas créé un pays sous-développé, un pays développé. Il a dit, allez transformer le monde. Donc, lorsque vous avez une vision, vous aurez compris l'essence de votre vie sur terre. Voilà. La vision simplifie la vie. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas aller à gauche et à droite. Non, vous savez, voilà ma vision. Moi, je veux devenir ceci. Moi, je veux faire ça pour contribuer conformément à la volonté de Dieu. Donc, la vision simplifie même la vie. Ça vous simplifie la vie parce que au moins, vous savez ce que vous devez faire. Généralement, quand on ne sait pas là où on va, on ne sait pas non plus là où on arrive. C'est comme quelqu'un qui se réveille le matin, on lui dit, bon écoute, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. J'attends, je vais voir. Et un ami passe, il dit, est-ce qu'on peut aller? Il dit, ok, allons mon cher ami. Et il part. On l'a amené peut-être, et on l'a tué. Et il a fini sa vie comme ça. Donc, la vision simplifie la vie parce que désormais, vous savez ce que vous devez faire et vous allez donc être concentré et vous aurez donc la passion. Les inconvénients. Quand vous avez la vision, vous allez toujours être découragé. Les gens vont vous dire non, mais vous savez, Jérémie, Marie-Josée, Kabongo, non, ça avec vous, ça ne peut pas aller. Vous n'avez pas. Il ne faut pas vous comparer à ce type-là. Il ne faut pas vous comparer à cet homme-là. Il ne faut pas. Et les gens vous découragent. Et parfois, ce sont des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Oh, moi, je vous aime beaucoup, mais vous savez, mais je vous conseille de ne pas faire ça. Attention. Vous allez toujours trouver des gens qui vous découragent. Et souvent, c'est parmi les amis, c'est parmi les frères, parmi les membres de la famille. Vous allez trouver des obstacles de toute nature, les échecs. Vous créez cette entreprise, elle tombe en faillite. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous ne pouvez pas faire cette histoire-là parce que vous n'êtes pas fort. Écoutez, chers amis, sachez que ceux qui ont réussi, que ce soit dans le business, que ce soit dans la politique, ont essayé plusieurs fois, ils ont échoué, mais ils ont dit, ça c'est ma vision, et plus tard, ils réussissent. Abraham Lincoln, c'est l'un des meilleurs présidents, si pas le meilleur que les États-Unis ont connu. Mais il a échoué combien de fois? François Mitterrand, il a échoué combien de fois? C'est lui qui a créé Uber. Mais il est allé jusqu'à 30 millions de dollars de dettes. Il a dit, moi je dois réussir ce projet. Aujourd'hui, ça vaut plusieurs milliards de dollars. Et il peut voir le président français en jeans. Kabongo, est-ce que moi, si je peux aller en jeans voir le président Macron, il va me recevoir? On va me chasser. Il dit, mais est-ce qu'il a compris qu'il doit voir le président? Mais quand ces patrons-là, on les reçoit à cause de leur valeur. Donc, il faut absolument savoir que quand vous vous engagez sur ce chemin-là, on va terminer vite pour vous donner le temps de poser des questions. Voilà ce que la vision vous permet: de clarifier vos objectifs, de reconfigurer votre librairie. Chers amis, nous sommes en train d'acheter des livres ici. Jean-Paul Tsatsa est parti, il est au Canada, il est parti avec
un calendrier, un répertoire des livres. Lisez, mademoiselle, si vous voulez être leader. Lisez. Il faut faire attention. Détournez-vous de la télévision là. Tous les livres de leadership, mademoiselle. Les histoires là, des télévisions là. C'est pas. Quels sont les films que vous avez aujourd'hui qui vous égayent? C'est quel film? Novelas. Hein? Ah, non, novelas. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça ne vous apporte rien du tout. Les leaders, je dois vous dire en toute vérité, ce sont les travaux des recherches scientifiques que je suis en train de vous dire ici. Ce n'est pas mon point de vue. Les leaders se détournent de ces histoires-là, des novelas, là, tout ça. De ces histoires de théâtre de chez nous, là. Les leaders, ils lisent. Vous devez lire les livres. Parce que quand on veut cacher les choses au noir, on les met dans les livres et on les publie. Quelqu'un peut faire 10 ans, 30 ans pour écrire un livre et vous le lisez en un seul mois. Tous les secrets sont là. Donc, il faut reprogrammer votre vie, reprogrammer votre futur, prioriser votre vie, sélectionner vos amis. Les amis, ils sont plus chers parfois que le frère. Un ami, c'est celui qui contribue à l'avancement de votre agenda. Pas celui qui vient vous prendre de tout. Allons prendre un peu un verre. Allons un peu suivre les matchs. Allons voir. Non, écoutez. Celui qui vient partager avec vous des choses utiles pour l'avancement de l'agenda du monde. L'agenda de votre propre vie. Voilà. Il faut rationaliser votre usage du temps. Rationaliser vos énergies. Changer d'attitude. La vision. Si vous voulez devenir un grand professeur. Mais vous savez les secrets des professeurs, il faut lire. C'est ça. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Vous ne verrez jamais un faux professeur, il se réveille le matin, je suis intelligent, je vais enseigner. Non, c'est faux. Un vrai professeur commence d'abord par lire, par maîtriser ce qu'il va dire, anticiper les questions, et après il se met devant les études. Il faut faire attention, chers amis. Donc, voilà ce que ça permet la vision. Détecter vos valeurs. Créer des opportunités. La chance n'existe pas. La chance n'existe pas. N'attendez pas qu'un jour, parce que vous aurez passé beaucoup de temps à prier, à gêner, que quand vous allez vous réveiller, Dieu maintenant va vous désigner. Non. La chance, c'est l'opportunité des efforts que vous aurez réalisés. Voilà, en résumé, la petite séance d'aujourd'hui. Nous avons encore 20 minutes. Je m'excuse pour avoir consommé 10 minutes de plus. Je voulais exposer dans 30 minutes et puis avoir aussi 30 minutes. Voilà, en résumé, si vous voulez être leader aujourd'hui, je suis convaincu que parmi vous, il y a des gens qui sont décidés à être des leaders. Sachez que vous devez avoir une vision. Une vision, c'est un rêve. Le rêve, c'est quelque chose, on voit des choses qui n'existent pas physiquement. Et la vision, c'est quelque chose qui doit être grand, pas petit. Qui doit être vrai, pas faux. Et qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Merci. Alors, Patrick, on y va. Voilà, merci professeur. Nous allons prendre des questions par série. Nous allons commencer par une série de 5 questions. Alors nous précisons qu'il faut être précis et concis, mais clair. Ne vous détournez pas. Posez directement la question au professeur. Merci. Vous vous présentez et commencez par vous présenter. Merci. Merci pour la parole. C'est Sharon Lujica, L2FPR. J'ai une question sur la formulation de la vision. Vous avez dit qu'une vision vraie, c'est celle qui est en adéquation avec nos atouts, nos compétences et nos capacités. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que nous devons uniquement nous baser sur les compétences que nous avons pour formuler notre vision, ou bien on peut aussi prendre en compte la passion que l'on a pour un secteur ou une activité donnée? Ok. Première question, Sharon, oui. C'est l'étudiant Gloire Mutoka, Gloire. L2 économie mathématique. Ma question est celle de savoir, dans la matière
matérialisation de sa vision. Un leader peut-il user aussi de la malice ou bien de la manipulation? Je prends le cas de Mao Zedong qui était président en Chine. Pour diminuer les importations de sucre, il a dû inventer une histoire selon laquelle les ancêtres chinois ne prenaient pas le sucre et ainsi les Chinois ne devaient pas consommer le sucre parce que c'était le sucre qui était le plus dépensé dans la consommation du thé. Et quelques années plus tard, il revient avec un autre discours disant que les scientifiques ont prouvé qu'un peu de sucre dans le thé, ça ne fait pas de mal. Dans la matérialisation de la vision, le leader peut-il user de la malice ou bien de la manipulation? Voilà. Merci. Ngombi Bassoumi Adolphe, assistant. Monsieur le professeur, tous les hommes, plutôt tous les êtres naissent égaux et disposent des mêmes prédispositions pour réussir, quelle que soit leur origine, continent ou encore les races. Pourquoi certains réussissent mieux et d'autres échouent? Deuxième question, monsieur le professeur, certainement vous avez entendu parler de la chanson Nini Totalité. Ma question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne sait plus quoi faire. Et enfin, comment exploiter son potentiel et réussir dans un environnement hostile. Merci. Je me présente, merci pour la parole. Je suis Divine Monsoura de la L2FBA. Ma question, c'est par rapport à un système, par rapport à la vision, bien sûr, mais dans un système qui a été déjà préétabli, monsieur le professeur. Que faire? Je prends votre cas lorsque vous étiez à la primature. Certes, vous avez trouvé un système qui a été déjà établi sur l'économie, bien sûr, le fonctionnement de l'autre. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous imposer et imposer votre vision? Merci pour la parole. Je suis Divine Moudini, licenciée en économie et mathématiques. Une deuxième divine. Oui. Mais la deuxième divine, c'est divine Moudini. Moudini. Alors, ma question, professeur, est de savoir comment canaliser notre vision. Parce que on peut beau avoir une vision, mais quand c'est pas le timing et qu'on se lance, on risque de perdre. Comment connaître le timing pour bien canaliser notre vision? Merci. Voilà, ça fait déjà la première série de questions. Nous demandons, nous passons le micro au professeur. Merci Patrick. Je vais être bref pour permettre à d'autres personnes de poser des questions. Et Sharon voulait savoir comment on formule la vision. C'est un peu ça, la formulation de la vision. Si on doit prendre en compte dans la formation de notre vision, on doit plus prendre en compte les capacités qu'on a. Les capacités. Bien la passion que l'on a pour un secteur, même sans avoir... Tout à fait. Oui, et justement, ce que je voulais dire dans la formulation de la vision, et retenez ça très bien, il faut avoir une seule vision. Si vous avez un leader, doit être focus. Donc vous devez être focalisé sur ce que vous considérez comme le plus important. Parce que si vous avez 2 ou 3 visions, vous vous éparpillez. Vous comprenez? Oui. Vous perdez les efforts. C'est-à-dire si vous avez 10 comme quantité d'énergie, si vous mettez les 10 sur une seule vision, il y a plus de chances de réussir que si vous prenez 4, vous mettez ici, 2, vous mettez ici, 3, vous mettez. Qui trop embrasse, mal. Si vous estimez que vous devez avoir des visions subsidiaires, ça s'appelle des visions subsidiaires. Dans tous les cas, si vous avez plusieurs visions, il faut vous concentrer sur une vision principale. Ça, c'est la théorie de leadership. Gloire Mutoka, user de la malice et de la manipulation. Chers amis, d'une manière générale, la manipulation ne fait pas partie des qualités d'un leader. La malice ne fait pas partie de la qualité d'un leader. Nous le verrons pendant la semaine lorsque nous allons parler de vertu. Dans l'exposé, j'ai parlé de ça. L'honnêteté, par exemple,
C'est une qualité d'un leader. Pourquoi on vous dit que la malice, la manipulation, ça ne peut pas être des qualités d'un leader? Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qu'on considère comme un rôle modèle, vous comprenez? C'est quelqu'un qui inspire la confiance. C'est quelqu'un qui influence. Donc les autres, quand ils suivent les leaders, c'est sur base d'un checklist, vous comprenez? Mais peut-être exceptionnellement, quelqu'un peut utiliser. Et si Mao Tse-tung, qui est un grand homme, qui est un grand leader, d'ailleurs, si la Chine est ce qu'elle est, Mao, il est effectivement un grand leader. Parce que Mao, c'est lui qui a permis la transformation de la Chine, un peu comme le général Park pour la Corée du Sud, Lee Kuan Yew pour le Singapour. Mais s'il a estimé que peut-être que son message, s'il disait que bon, Chinois ne consommez pas les carburants, peut-être que les gens ne suivront pas, peut-être qu'il a utilisé ces procédés-là. Mais on ne peut pas vous le conseiller. La malice, tout ce qui est quelque chose de négatif. Un peu, nous avons parlé avec mes amis de la deuxième licence quand j'enseignais les cours de... J'ai posé la question de savoir si Hitler était un leader. C'était un manipulateur. En vrai, dire qu'il n'était pas un leader. Mais Mao Tse-tung, c'est un grand leader. Ok. Alors, Divine, dans un système préétabli, est-ce que on peut être un leader? Et qu'est-ce qu'on a fait quand on était à la primature? Divine, vous devez savoir, c'est pour ça qu'on vous enseigne le leadership. Sachez qu'il n'y a qu'1% de la population mondiale qui constitue les leaders. 1%. C'est trop faible. Si c'était au moins 50%, on pouvait accepter. C'est 1%. C'est pour vous dire que si tout le monde n'est leader et qu'il n'y a qu'1% des gens qui peuvent être leaders, c'est que c'est difficile. Vous comprenez? Parce que qui ne voudrait pas être leader ici? C'est un prestige. Mais c'est difficile. Et vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait? Mais justement, quand on est leader, on doit, comme je l'ai dit, savoir affronter et imposer, n'est-ce pas? Les gens vont vous décourager. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait la bancarisation, j'ai reçu des menaces de mort. Les militaires ont dit, si vous bancarisez, bon, pas les militaires, tous, ceux qui étaient dans les systèmes comptables, les comptables, les payeurs, ils ont dit, si vous bancarisez, nous allons vous tuer. J'ai vu le président Kabila, je lui ai dit, bon écoutez, regardez les messages que je reçois. Il m'a posé, quelle est votre réponse? J'ai dit non, mais si bancarisez, c'est en faveur de l'ensemble de la population. Mais si on vous tue, ce n'est pas un problème. Vous aurez rendu du bien. Il m'a dit, ok, c'est ça la réponse que j'attendais. Ah, bancariser. Mais on a bancarisé, je suis vivant. Hein? Lévin, vous comprenez parce que vous m'avez posé la question. C'est ça. Quand vous luttez contre la corruption, mais tous ceux qui vivent de la corruption, ils sont contre vous. Et ils inventent des termes, on ne mange pas la macroéconomie, mais en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est autre chose. Un leader doit comprendre, et nous le verrons d'ailleurs quand nous allons, au cours de la semaine, parler des obstacles. Un leader, donc, une fois qu'il a sa vision, parce que la vision, c'était de diminuer la corruption, et vous pouvez vous imaginer, ce que souffraient les militaires. Un militaire qui touche $100, il arrive devant les comptables payeurs, les payeurs disent, bon, écoutez, c'est $100, mais vous avez $90. Il perd $10 et il est obligé de dire, à vos ordres, mon chef. Est-ce qu'il est fait avec le cœur? Donc il faut avoir du courage. C'est ça le rôle des leaders, parce que très peu de gens accepteront d'affronter ce type de situation. Voilà pourquoi on n'enseigne pas, il n'y a pas une faculté d'option des leaders. C'est des écoles spécialisées. Quand vous avez terminé votre licence, vous avez terminé votre doctorat, on dit bon, vous devez passer dans la moule de leadership. Les gens qui font l'ENA en France, l'ENA c'est comme une école de leadership, mais axée sur la gestion du pays. La plupart des présidents français, ils font l'ENA. Mais c'est des gens qui ont terminé, qui ont leur diplôme de toute nature. Mais on les enseigne comment on dirige un pays.
On ne s'improvise pas. Donc, c'est très important de le savoir. Dernière, dernière question, Divine Moudibé. Comment canaliser la vision? Mademoiselle, quand vous avez une vision, c'est ce que nous sommes en train de voir. La vision, c'est la visualisation de l'abstrait. N'est-ce pas? Vous dites que vous devenez ingénieur, mais c'est abstrait. Mais comment canaliser la vision? Nous allons le voir. Première chose, il faut vous assurer que votre vision est vraie. Votre vision est en harmonie. Mais après, nous allons voir, demain, nous allons parler de la quantification, les objectifs. Comment définir maintenant les objectifs et quelles sont les tactiques pour pouvoir réaliser les objectifs. Les objectifs globaux, intermédiaires, tout ça. Nous allons voir ça demain. Si vous serez là, vous serez à mesure de voir quels sont les moyens pour canaliser la vision. Ok? Merci. Je peux répondre à une question? Laquelle? Adolphe. Ah, c'est Adolphe, oui. Je le vois tellement chaque jour que parfois je... Adolphe, voilà. Comment réussir mieux que d'autres? Il y a des leaders qui réussissent et d'autres échouent. Ou d'autres personnes qui réussissent et d'autres réussissent. En fait, en réalité, il n'y a qu'un seul secret. C'est pour ça que nous sommes là. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont des leaders. Qui savent, parce qu'un leader, il sait d'abord définir la vision, les objectifs, les techniques, les méthodes divines. Nous allons voir ça. Sachez très bien qu'il n'y a pas de chance dans la vie. Adolphe, ceux qui ne réussissent pas, ils croient à la chance. Chance, c'est le copain. Ceux qui réussissent comprennent. À partir d'aujourd'hui, retenez que la réussite, c'est un produit d'un travail à ardu. La réussite, sincèrement, c'est lui qui va vous dire qu'il y a des fétiches et tout ça. Vous savez même l'histoire du football ici. Si vraiment on pouvait réussir avec des fétiches, mais c'est que les équipes européennes là auront des grands fétiches. Ils n'auront même pas d'entraîneur. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un entraîneur si on a des féticheurs? Voyez-vous? Donc, il faut travailler dur. Et demain, nous allons voir des méthodes, ainsi de suite, des leadership. Mais il faut avoir une vision. Donc, c'est pour ça qu'il y a ceux qui réussissent et d'autres échouent. Quand les gens disent ninitosalité, ça c'est pour décourager les gens. Qu'est-ce que vous avez réellement fait? Parce qu'il faut d'abord commencer par définir qu'est-ce que vous avez fait. Si vous êtes pauvre, vous avez terminé la licence. Adolphe, c'est un étudiant brillant. J'ai donné cours. Vous terminez la même année. Vous voyez quelqu'un qui rêvait d'être professeur. Il devient professeur. Vous êtes toujours assistant. Et on vous pose la question, pourquoi vous êtes toujours assistant? Ninasalité. Pour montrer que non, vous avez aussi tout fait pour devenir professeur. Mais ce sont les gens qui ont les mauvais esprits, qui vous empêchent. Non, c'est faux. Ça, c'est une façon d'expliquer. Si nous sommes pays sous-développés, parce que nous n'avons pas fait ce qui devait être fait pour être pays développés. Parce que dans l'entretemps, nous étions au même pied d'égalité. Ciao, Divi. En 1960, la RDC, c'était comme la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez en Corée du Sud, vous êtes complexé. La Corée du Sud produit des véhicules. Est-ce que vous savez qu'en les années 60, le maréchal Mobutu Sese, il a donné un avion à Ethiopian Airlines? Mais est-ce qu'aujourd'hui, la RDC peut se comparer à Ethiopian Airlines? Adolphe, ninitosalité. Cher ami, il ne faut pas comparer le folklore avec le travail. Si vous avez travaillé, vous allez réussir. Si vous n'avez pas travaillé, il ne faut pas distraire les gens pour dire ninitosalité. Ceux qui font quelque chose, ils réussissent. Et retenez, la vie n'est pas facile. La réussite n'est pas facile. Parce que si tout le monde aurait réussi, si vraiment vous pensez que le développement d'un pays est en fonction de la prière, mais nous sommes un pays développé. Quand on voit le nombre d'églises qu'il y a. Dernière question, comment exploiter son potentiel et réussir
dans un environnement hostile. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Au bout de ce séminaire, le samedi, vous serez en mesure de savoir comment, parce qu'il y a tout un livre, quelqu'un comme Miles Monroe, un fameux conférencier et chercheur en leadership, et il a écrit un livre pour dire comment exploiter son potentiel. Parce que chacun d'entre nous a un potentiel. Mais il faut appliquer les techniques et les méthodes que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont une vision, qu'ils ont des talents. Parce qu'on leur dit que non, famille Nabi, non, c'est depuis les grands-pères que les gens échouent. Donc vous ne ferez rien. Il est bloqué. Vous êtes né dans une famille, il y a même les papas qui peuvent vous dire non, yoga, fonctionnaire, ça suffit. Moi, vous ne pouvez pas devenir, vous savez, dans ce pays, il n'y a que les enfants d'eux. Mais ils vous bloquent. Comment exploiter son potentiel? Il faut avoir une vision. Il faut lever l'option. Vous êtes encore très jeune. Il y en a qui sont en première année, en deuxième, en licence, tout ça. Vous apprenez les techniques. Alors, lire, par exemple. Il y a des gens qui ne savent pas lire un livre. Ils ne peuvent pas lire un livre. Mais quand vous lisez les études sur le leadership, on vous dit qu'un leader, c'est un grand lecteur. Je vous l'ai dit, je partage avec vous ici, mais vous allez voir, même à partir d'aujourd'hui, il n'y a personne qui lira un livre. Oh, mais moi j'ai suivi les cours de séminaire, mais je ne sais pas comment devenir leader. Mais est-ce que vous avez lu? Alors, comment exploiter ce potentiel? C'est ça. Dans un environnement, vous savez, quand je vois les gens, vous savez que dans notre pays, il n'y a aucune banque qui appartient à un Congolais. Est-ce que vous allez encore dire que Dieu nous a maudits? Même la plus grande banque ici que nous avions, la BCDC, vient d'être achetée par des Kenyans. Est-ce que les Kenyans sont des Blancs? Est-ce que les Kenyans sont des Blancs? Ce qui a amené même le vice-président à nous injurier que nous sommes des grands danseurs. Il a dit, nous sommes des grands danseurs, des jouisseurs et tout ça, c'est des choses. Mais la question que vous vous posez, Adolphe, ces étrangers-là qui viennent créer les banques ici, et font des millions de dollars. Est-ce que ces obstacles n'existent pas? C'est une question que vous devez vous poser. Mais comment est-ce qu'un Libanais peut venir et il réussit ici? Et moi qui suis Congolais, qui peux parler en Lingala, en Swahili, en Kikongo, en Chiluba, moi je ne réussis pas. Quand j'ai dans les cours de leader, oh non, vous savez, ils ont des généraux qui les gardent. Mais lui, il est étranger, il a un général qui les garde. Vous qui êtes Congolais, comment vous ne pouvez faire garder par un général? Avec qui vous pouvez même parler en lingala. C'est ça le leadership, Adolphe. C'est ça le leadership. Ceux qui veulent réussir, ils réussissent. Ceux qui ne veulent pas réussir, ils échouent et ils trouvent toujours des arguments pour dire Moko yo, Maya Kostala, Eloko Moko, et ça a été. Mais ceux qui le font, ce sont des super-hommes? Ce sont des extraterrestres? Mais voilà. Alors, il est 13h, je ne sais pas, ici on doit arrêter, on doit lire. En tout cas, moi je suis très rigoureux en ce qui concerne les temps. Si vous estimez que nous devons arrêter, il est 13h, on peut arrêter. Et Patrick, c'est vous qui avez la conduite du débat. Merci professeur. Bon, nous estimons que par rapport à l'effectif des samedis, il y a quand même un grand nombre aujourd'hui, si on peut permettre aux étudiants de pouvoir par une dernière série de 5 questions. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, mon temps est libre et je n'ai pas une réunion qui suit, mais c'est pour respecter les temps des étudiants. Si vous estimez qu'on peut avoir une petite série de questions, moi, je suis disponible. Donc voilà, donc c'est comme je disais, professeur, c'est la dernière série parce qu'ils sont censés être dans les auditoires. Parce qu'il est déjà 13h, donc nous allons procéder par une dernière série de questions. Et nous prierons à ceux à qui on va passer le micro de ne poser qu'une et une seule question. Pas de commentaires, posez directement la question. Ça permettra aux autres aussi de faire la même chose. Merci pour le droit du verbe. Au président honoraire des étudiants de l'UPC. C'est Kenny? Kevin Baton. Kevin, oui. Bon, l'assistant Patrick nous a demandé de poser qu'une seule question. Je vais poser qu'une seule question. Oui. Je prends ma question est basée sur la place. C'est que, est-ce que la place
place est-il importante dans le leadership? Pourquoi? Parce que vous avez dit qu'un leader, c'est celui qui conduit, il y a cette troupe de personnes qui les ramènent quelque part. Or, nous savons ici très bien c'est que il y a des leaders qui ne sont pas au front, mais qui sont dans la médiation. Ils sont là derrière. Il y a certains leaders aussi qui sont vraiment plus loin. Donc, ma question était de savoir, tous devions-nous être devant pour amener les gens à bon port, ou soit on peut détecter son potentiel lié à sa vision et nous nous disons bien, tiens, sur base de ma vision, je comprends que je suis un leader, mais je suis appelé à épauler les autres. Parce que c'est la question c'est ces problèmes qu'il y a actuellement, surtout en RDC, surtout bien évidemment avec les jeunes entrepreneurs. Ça fait que tout le monde veut être CEO, tout le monde veut être je ne sais qui, mais beaucoup de gens ne savent pas que c'est bien d'être devant, mais c'est mieux de détecter sa part dans une organisation. C'est ce qui me carotte l'esprit. Merci. Merci. Merci pour la parole. Ekeli Tegra, étudiant en économie. Qui? Ekeli Tegra. Kelly. Ekeli. Oui. La question est basée sur l'authenticité de la vision. Tout à l'heure, vous avez dit une vraie vision et celle qui est en harmonie avec ses atouts. Par atout, je comprends un talent inné, un don, ou le domaine dont je me sens très fort ou très à l'aise. Supposons que j'ai des atouts en marketing, c'est-à-dire je suis capable de parler aux gens, présenter des produits aux gens, faire du marketing digital, etc. Et ma passion, j'ai une réelle passion pour tout ce qui est comptabilité. La question est de savoir, je vais focaliser ma vision sur ma passion, qui est la comptabilité, ou mes atouts, qui est le marketing. Oui, professeur, c'est un étudiant médicament économie monétaire. On ne poser qu'une seule question. Je voulais en poser deux, mais je vais poser une question. Je vais poser ma question par rapport au leadership. Professeur, il y a Jacques Chirac qui fut un grand président. Il a écrit un livre, des choses, où je crois les 10 choses qu'un président ne doit jamais dire. Un leader ne doit jamais dire. Parmi ces choses, il a dit, un leader ne dit jamais « je ne sais pas ». Parce que le monde appartient à ceux qui ont la réponse au problème. Mais c'est un peu complexe parce que j'aime beaucoup, je suis souvent le documentaire de Michelle et Barack Obama. Madame Michelle, lorsqu'elle fut première dame des États-Unis, à la fin du mandat, elle disait aux gens, quand vous êtes président, vous ne pouvez pas permettre de dire certaines choses parce que vos paroles peuvent détériorer l'économie, créer des guerres. Voyez-vous, donc c'est comme quand Elon Musk, quand il fait un tweet, ça fait directement un choc sur le marché boursier. Donc, dans ces cas-là, dans des cas où les paroles sont, comment je peux dire, il faut qu'elles soient bien placées, mais parfois on ne sait pas dire certaines choses en tant que leader parce que les effets que ça peut créer après sont dévastatrices. Que votre pensée par rapport à cette parole de Jacques Chirac? Merci. Je me présente, c'est l'étudiant Noël Dagras, L2 Ecomat. Alors, professeur, vous avez parlé de la vision. La vision, qu'une personne doit avoir une vision. C'est un des éléments essentiels qui caractérise le leadership. Alors, nous tous nous savons que pour un leader, une personne qui est leader, qui sait être leader. Alors, nous savons tous pour une personne qui est leader, qui se dit être leader, doit non pas seulement avoir une vision, mais aussi la capacité à pouvoir transmettre cette vision aux personnes qui l'entourent. Vous avez cité les amis, ainsi de suite. Il doit avoir cette capacité, non pas maîtriser sa vision, comme vous l'avez évoqué, du grand conférencier et pasteur du Bahamas, Miles Monroe, qui a découvert sa vision, c'est-à-dire sa raison d'être à l'âge de 14 ans. Il a commencé à magnifique, vous avez raison. 14 ans. Il a commencé à travailler, il était très pauvre, il a commencé à travailler. Et premièrement, il a inculqué sa vision dans sa femme. Parce que ses parents l'ont encouragé.
Alors, professeur, est-ce que être leader signifie seulement avoir une vision? Seulement. Parce que vous avez seulement parlé de la vision, mais pas de la capacité à transmettre cette vision. Pour les bien-être généraux. Et si je prends le cas des pays qui sont développés, notamment nous qui sommes en RDC, précisément en Afrique, on a toujours ce genre de langage. Je prends le cas de mon pays. Si j'avais dans mon entourage plus de 15 personnes, j'allais réussir. Donc cela veut dire qu'on n'a pas su, de manière générale, à transmettre notre vision aux personnes qui nous entourent, aux personnes dont on a délégué des responsabilités qui touchent directement la population, c'est-à-dire le bien-être. Donc, peut-on qualifier ces genres de personnes de leaders seulement parce qu'elles ont une vision? C'est ça ma question. Oui. Oui, merci, c'est Grâce Thomas. Grâce. LD Théologie. Merci professeur pour l'exposé. Vous avez dit tantôt un leader, c'est celui qui a la vision et est censé amener les autres. Et en amenant les autres, si les gens que vous conduisez n'arrivent pas à adhérer dans votre vision, qu'est-ce va faire le leader? Donc nous clôturons avec la série de questions et nous passons le micro, la parole au professeur pour ses réponses. Ok, bien, merci. On commence donc par la première question. Et en ce qui concerne donc la place, est-ce que la place est importante pour être leader? Je crois que hier, Kevin, si vous étiez là, vous avez suivi, j'ai dit que la position n'est pas à confondre avec le leadership. Vous pouvez être cuisinier et vous êtes leader. Vous pouvez être chef des étudiants comme vous et ne pas être lui. Parce que les leaders ont une caractéristique. Il ne vous est jamais arrivé de voir dans une classe quelqu'un n'est pas chef de promo, mais les gens le suivent. Parce qu'il exerce une certaine influence. L'une des caractéristiques d'un leader, c'est quelqu'un qui exerce l'influence. Mais nous avons fait la différence entre les manipulateurs et les leaders. Un manipulateur, en fait, il n'est pas leader. Parce que le leader, il a une vision pour la majorité. Un leader a une vision, pas pour lui-même, mais une vision pour la majorité. Ce qui fait que quand il exerce une fonction, on se voit parce qu'il exerce pour la majorité. Un manipulateur, vous le voyez quand il exerce la fonction, mais il le fait plus pour lui-même que pour la majorité. C'est cela le leadership. Quand Mandela fait 27 ans en prison, 2 mètres carrés, dans une île, on vient lui poser la question, monsieur, arrêtez maintenant, ça fait 18 ans que vous êtes là, nous sommes prêts à vous libérer, si vous pouvez laisser vos histoires là. Il dit non, je préfère rester en prison, parce que ce que je cherche, ce n'est pas pour moi-même, c'est pour la majorité. Il était leader. Dites-moi, il était en prison, il était leader. Est-ce que la place d'un leader se trouve en prison? Mais il était leader. Tout en étant en prison. Donc la place ne compte pas. Quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous influencez les gens, si les gens croient en vous, si vous exercez une certaine inspiration, si les gens sont convaincus que vous soyez cuisinier, les gens vont vous suivre. Mais vous pouvez être chef, quelle que soit la position que vous occupez. Si vous n'avez pas ces atouts dont nous sommes en train de parler, si personne ne vous suit. Vous n'avez jamais vu dans une réunion de famille, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais quand on arrive à la fin, on dit bon, nous voulons avoir la position. Si quelqu'un n'a pas encore pris la parole, on dit mais vous aujourd'hui vous n'allez pas parler, alors qu'il n'a aucune fonction. Les gens disent que quand lui il parle, ce qu'il dit, c'est en rapport avec l'intérêt général. C'est ça le leadership. Ce n'est pas en fonction de la position.
un leader. Regardez l'histoire du monde ici. Moi, j'étais encore jeune économiste et tout ça. Quand nous allons au Fonds monétaire international, vous allez voir, déjà la Banque mondiale donne plus de considération à certains responsables des pays dont leur pays avance très bien. Comme le Premier ministre de l'île Maurice à l'époque. Vous allez voir, quand il arrive, il y a plus de considération sur les dirigeants, le Premier ministre mauricien, que certains dirigeants dont les pays se disent grands. Vous avez compris? Ce n'est pas la place qui compte. Voilà. Vous avez dit, devons-nous toujours être devant? Ça ne sert à rien d'être devant. Vous pouvez être devant, personne ne vous voit pas. J'ai déjà vu un leader. Il se met toujours derrière. À un certain moment, on le cherche. On laisse les gens qui sont ici dire, mais où est l'autre là? On ne le voit pas. Parce qu'il représente quelque chose. Vous comprenez? Un leader, c'est celui qui a de la valeur. Kevin, sachez, si vous voulez être leader, cherchez d'abord les valeurs. Et on va vous suivre. Si vous êtes valeureux, on vous suivra. Vous avez compris? Et Kelly, l'authenticité de la vision. Vous avez dit, vous avez une vision pour le marketing, mais vous avez une passion pour la comptabilité. Cher ami Kevin et Kelly, j'ai dit, la passion c'est un outil de la vision. Donc vous ne pouvez pas avoir une vision et une passion. Si vous avez vraiment une vision pour le marketing, c'est que la passion que vous devez avoir, c'est aussi pour le marketing. Vous ne pouvez pas, c'est que vous avez aussi une vision pour la comptabilité. La vision, elle est unique. La théorie et les recherches de leadership dit, n'éparpillez pas. Parce que quand vous avez une vision sur quelque chose, vous allez vous concentrer, la concentration. Ça augmente la productivité, ça augmente l'excellence, la spécialité. Quand vous parlez avec autorité. Quand vous dessinez avec autorité. Quand vous chantez avec autorité. Les gens n'ont pas besoin de savoir quand lui il chante, est-ce qu'il chantera bien. Quand on le cite, les gens applaudissent déjà. Ah, lui il va chanter. Et quand il termine, on applaudit. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux visions et deux passions. Peut-être une vision principale et une petite vision. Mais la vision principale, c'est la meilleure. Kabongo. Vous parlez du président Chirac qui disait on ne dit jamais qu'on ne connaît pas quand on est leader. Mais Michel Barack Obama, que je suis aussi souvent, et Obama c'est l'un des grands leaders que le monde est connu, je pense qu'il faut peut-être nuancer. Lorsque Michel et Barack Obama disent qu'il y a des choses qu'on ne sait pas dire, peut-être qui se réfèrent à certaines questions sensibles, par exemple, qui, quand vous les dites, ça peut avoir un impact négatif pour décourager les gens, n'est-ce pas? Ça, on peut concevoir dans ce sens-là. Parce que quand on est à la Maison Blanche, on ne peut pas dire, par exemple, que nous sommes en train de monter un plan pour tuer Osama Ben Laden. Nous tous, nous avons appris, c'est quand Osama Ben Laden est mort, que le président américain a annoncé à la face du monde que ça faisait longtemps qu'on le poursuivait. Mais si vous annoncez que nous sommes en train de chercher à tuer Barack Obama, d'ailleurs nous l'avons localisé à Afghanistan, vous pensez qu'il va laisser Afghanistan? Donc, il y a des choses extrêmement sensibles qu'on ne peut peut-être pas dire. Mais lorsque Jacques Chirac dit qu'on ne connaît pas, peut-être aussi pour préserver, mais j'explique sans toutefois être totalement d'accord avec lui. Parce que je pense que lorsque un président, un leader, il y a des choses qu'il ne connaît pas, il doit être sincère que ça, je ne connais pas. Mais si ce sont des questions qui sont liées à la sécurité d'un pays, ou au programme sensible dans les nucléaires, dans les CCI, tout ça, et qui peuvent faire en sorte que les concurrents aient l'information et puissent trouver des voies, soit pour vous empêcher, je crois que à mon avis, c'est des questions peut-être qu'il faut suivre et analyser les contextes, n'est-ce pas? Il y a aussi peut-être des contextes dans lesquels les deux présidents parlaient.
Barack Obama et Jacques Chirac. Grâce des RD économie mathématique, la capacité. En fait, vous abordez ici une question très importante de leadership. Un vrai leader, chers amis. Kevin, vous qui voulez devenir leader. Un vrai leader, c'est celui qui forme d'autres leaders. Ça, vous devez le savoir. Parce que le leadership, nous allons voir, il y a ce qu'on appelle la loi de l'héritage. La loi de l'héritage. The law of legacy. Un leader doit toujours savoir, après moi, est-ce que ces rêves continuent. Vous comprenez? Donc c'est très très important. Donc la vision doit être partagée. Pour que quand vous n'êtes plus là, ce que vous avez commencé puisse continuer. Un vrai leader, on le voit. Quand il disparaît, son esprit reste. Et l'esprit reste, c'est-à-dire que les choses continuent. Donc, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui dit après moi les dirige. Ça, ce n'est pas un leader. Un leader ne peut pas être focalisé sur soi-même. Moi, j'ai été ministre des Finances. Il y a 2 ministres des Finances qui sont devenus ministres et qui étaient mes collaborateurs. Et j'ai travaillé pour qu'ils puissent un jour aussi devenir comme moi. D'autres personnes qui ne sont pas leaders peuvent dire, mais comment? Mais s'il devient ministre des Finances, il va dire aussi que moi, j'étais ministre des Finances. Mais qu'est-ce que ça change? Si quelqu'un devient ministre des Finances, est-ce qu'il vous diminue votre fonction? Non. Vous avez été Premier ministre. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler pour qu'une personne que vous estimez avoir des compétences devenir aussi Premier ministre? Est-ce que quand la personne va devenir Premier ministre après vous, est-ce qu'il va diminuer votre capacité d'avoir été Premier ministre? Non. Bien au contraire. La loi de la legacy, de l'héritage, dit que lorsque vous créez d'autres leaders, vous gardez ce qu'on appelle l'esprit du leadership. Chers amis, il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre. Il y a tout un esprit de leadership. Un leader ne meurt jamais. Est-ce que Martin Luther King est décédé? Est-ce que Lumumba est décédé? Non. Est-ce que Gandhi est décédé? Est-ce qu'Abraham Lincoln est décédé? Donc, il faut transmettre la vision, cher ami. La vision doit être transmise. La vision doit être partagée. Vous devez créer aussi d'autres leaders. Un leader qui ne crée pas d'autres leaders, c'est un faux leader. Parce qu'un leader ne peut pas avoir peur des autres. Quand vous êtes meilleur, vous ne devez pas avoir peur des meilleurs. Quand vous voyez quelqu'un qui est intelligent, il ne fait des amis que des gens qui sont moins intelligents que lui, c'est que ce n'est pas un leader. Un leader, un homme intelligent n'a pas peur d'avoir des hommes intelligents à ses côtés. Grâce, pour terminer, des RD théologie. Si les gens n'adhèrent pas à votre vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais madame, chère Grâce, si vous êtes un leader, les gens doivent adhérer à votre vision. Parce que vous exercez de l'influence. Vous savez, le leadership, ça ne se décrète pas. Si vous n'arrivez pas à avoir des adhérents, des gens qui vous suivent parce que vous êtes Grâce et que vous avez quelque chose, c'est que vous n'êtes pas un. Parce qu'un leader, c'est celui qui partage la vision. Donc les gens croient en vous. Vous avez dit, moi je vais construire ici une église, c'est une église qui est importante. Vous avez expliqué, les gens ont cru, vous allez voir, les gens vont vous suivre. Si les gens ne vous suivent pas, c'est que votre vision n'est pas partagée. C'est qu'en réalité, vous n'êtes pas un leader. Un leader n'a pas besoin de distribuer l'argent. Est-ce que vous pensez que quand Tshisekedi ou Mulumba était leader, est-ce qu'ils ont payé l'argent pour que les gens le suivent? Non. Vous comprenez? Les gens vous suivent parce qu'ils croient à un idéal que vous représentez. Et ils sont convaincus que vous êtes transparent. Vous comprenez? Les gens croient que l'idéal que vous avez, c'est un idéal vrai, ce n'est pas un faux. Donc, quand les gens ne vous suivent pas, madame, c'est que vous n'êtes pas leader. Il faut vous poser la question, est-ce que ma vision ici, c'est une vraie vision? Est-ce que c'est une vision du groupe? Vous rappelez-vous quand nous avons défini les
les types de vision. Et c'est une vision du groupe. La vision du groupe, c'est une vision que Dieu vous donne par rapport à vos atouts, vos capacités, et qui permet d'accomplir un objectif de la majorité. Vous comprenez? Vous voulez construire une église. Une église, c'est pas quand même que vous puissiez prier vous-même. Chaque jour, si on vous voit seul dans une église, les gens vont dire il y a un problème. C'est un rêve de la majorité, mais qui a été donné à une seule personne. Quelqu'un a cité John Maxwell, c'est un pasteur, c'est un docteur, mais un brillant pasteur qui a fait du travail pour beaucoup de gens. Bien. Patrick, avec ça, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, tout à fait. Encore une fois, chers amis, leaders du futur, merci pour votre meilleure attention. Nous demandons à l'assistance de rester assise, le temps de permettre au professeur qui est le formateur de ces ateliers de pouvoir